Mesdames et messieurs, bonsoir. Si vous êtes une fois monté à l'intérieur d'un car rapide, vous saurez que c'est plus que moyen de transport. C'est une vie, telle que la société a péjorativement nommé la populace ou bien le bas peuple. Mais existe-t-il quelque chose de plus haut que celles ou ceux qui bravent la misère marchent sur les épines sociales jusqu'à cueillir la rose? L'héroïne de ce roman constitue l'image la plus achevée. Orpheline, sans abri, laissée à la merci de la rue, elle devient apprentie puis présidente, une trajectoire décrite à travers ce roman, un roman dont l'auteur ne sait pas de quoi ça parle, il nous le dira parce qu'il est l'invité de votre émission Belle Ligne. Pathé Dieye, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Papa Lune et merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir, vous êtes né en février 1996, c'est ça? Effectivement. Et c'est votre premier roman? Effectivement. Et bienvenue dans L'Antre où la jeunesse n'est qu'un état d'esprit. L'horizon d'attente est important dans cet ouvrage parce que le titre est un lieu d'énonciation anticipée. J'ai écrit un roman, je ne sais pas de quoi ça parle. Qu'est-ce que vous espériez à travers le lecteur qui vous lit et qui découvre ce titre? Ce titre n'est pas un titre philosophique ni non plus un titre marketing, mais il sert d'invitation à un lecteur. Je dis à mon lecteur ou à ma lectrice, je te propose un récit, un voyage, et c'est à vous, après avoir lu, de proposer un titre selon ce qui vous aura marqué, interpellé ou choqué dans l'ouvrage. Donc c'est une invitation à la personne de pouvoir donner son titre après avoir lu et pour ma part de ne pas mettre le lecteur sous la dictature du fait accompli. Autrement dit, vous décidez de conférer votre ouvrage au lecteur. Ce livre appartient au lecteur, pas à vous. J'ai un élan de partage en proposant ce titre, mais je cherchais à inviter le lecteur dans le processus de création. J'ai beaucoup, en partie, construit mon style littéraire grâce au retour constructif des lectrices et lecteurs de mon blog Silence des rimes. Et en reconnaissance de cela, je me suis dit, je vais laisser un espace à ces lecteurs-là. Et l'espace que j'ai trouvé, c'est le titre. Et le livre parle de quoi? Le livre parle il est difficile de nommer une chose qui se trouve être la jonction de plusieurs trajectoires, de plusieurs récits à la fois. C'est pourquoi ça justifie en partie aussi le titre que j'ai maintenu. Le titre, c'est le récit d'une personne qui s'appelle Charlotte Gaindé, oui. À qui la vie n'a pas fait de cadeau, qui est née orpheline de père et de mère et qui devait se construire dans la rue, à l'école de la rue. Elle a su, contrairement au lieu que la rue fasse d'elle un chiffon, elle a su utiliser la rue pour construire, pour en faire une école, grandir et à partir des frustrations qu'elle a eu à vivre, notamment dans la rue, notamment dans les services publics, de se dire qu'elle doit trouver un moyen de s'engager pour changer les trajectoires de notre société. Donc la rue a été pour elle une école qui a nourri des aspirations, des engagements pour elle. Vous lâchez un mot important, la rue, parce que le choix de vos personnages n'est pas fortuit. Vous choisissez, je l'ai dit tout à l'heure, ce que la société nomme le bas peuple, autrement dit les apprentis, nos braves mamans, nos vaillantes mamans qui vendent les petits déjeuners ou les mères d'équipe. Vous choisissez également les sans-abri. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix-là, le bas peuple? Le récit se passe dans des endroits que je nomme personnellement le pôle de la capitale, parce que c'est là où on rencontre vraiment les personnes qui se battent au quotidien pour survivre. On voit comment ces personnes se lèvent chaque jour à 4 heures du matin, se battent sous le soleil au zénith pour survivre ou bien même gagner quelque chose à amener à leurs enfants qui les attendent, pour ne pas décevoir les personnes qui les attendent. Donc pour moi, c'était une manière de valoriser ces personnes-là et je ne les considère pas comme le bas peuple, mais plutôt ces héros de l'ombre. Ou bien le vrai peuple. Merci. C'est une réponse par rapport à ceux qui sont dénigrés, rejetés par la société? Effectivement, c'est une réponse et aussi une manière de porter un autre regard sur ces personnes-là, de dire que ce ne sont pas les personnes qui sont sur les marges, mais les personnes qui sont sur la feuille, qui font le jeu véritablement de la société. Et il y a une personne extraordinaire dans ce roman. Elle se nomme Charlotte Gaindé, vous l'aviez dit. Un apprenti, on rencontre ça tous les jours, mais une apprentie
Il fallait oser. Il fallait bien sûr oser. Une apprentie, ça ne se voit pas. Peut-être on a vu des femmes chauffeurs de taxi ou de bus, mais on n'a pas vu d'apprentis femmes. Ça aussi, c'était une manière de casser certains codes de perception de la femme, où il y a beaucoup de métiers, on va dire que la femme n'est pas apte à les faire. Donc, c'était un moyen quasiment extrême de prouver que la femme peut toucher à tout si elle le veut, si elle le souhaite, puisque les aptitudes sont là. Être apprenti pour une femme, est-ce tuer sa féminité? C'était une grande épreuve pour Charlotte parce qu'on voit qu'au départ, elle a troqué sa féminité pour ressembler à un garçon marqué, comme l'expression. Effectivement, à un garçon marqué, mais au fur et à mesure, avec l'expérience, elle a compris qu'elle devait s'affirmer en tant qu'une personne qui peut exercer son métier fièrement et contribuer même à améliorer les manières de faire des apprentis qu'elle a trouvés dans le métier. Et un apprenti, ou bien les apprentis, le monde des apprentis peut parler un peu du cas rapide. Le cas rapide qui est un élément essentiel dans notre socialisation. Le cas rapide, c'est nous. Le cas rapide, c'est nous, effectivement, parce que lorsque je peins les scènes qui se passent dans le cas rapide, je parle de la société sénégalaise. Le récit se passe dans un environnement qui s'appelle la Tanière Kémit. La Tanière Kémit renvoie au Sénégal. Et ça renvoie à l'idée de Marthe Robert dans Roman des origines et origines du roman, 1972. Il dit que le roman ne se contente jamais de représenter. Il entend bien plutôt donner de toutes choses un rapport complet et véridique, comme s'il était lié non pas à la littérature, mais en vertu d'on ne sait quel privilège ou de quelle magie directement à la réalité. Ainsi, il donne ses personnages pour des personnes, ses mots pour du temps réel, ses images pour la substance même des faits. Donc, chaque fait de ce cas rapide-là peut être transposé sur le quotidien de n'importe quel Sénégalais. Et ce sont les échos du cas rapide-là permettent d'ailleurs de voir les choses qui sont tues dans notre société, les frustrations de notre société, la précarité aussi de la société. Parce que lorsque j'écrivais ce roman, c'était en période préélectorale en 2019, je voyais un peu qu'on est en train d'associer le développement à une dimension purement arithmétique en oubliant la dimension humaine. Du coup, il y avait un décalage entre, par exemple, un taux de croissance que l'homme politique cite et ce taux de croissance-là ne se sentait pas dans le bol de riz du Sénégalais. Donc, je me suis dit que il y a un déphasage entre cette personne-là qui cherche à diriger le peuple et le peuple qui cherche à diriger la réalité de ce peuple-là. Et d'ailleurs, il n'y a aucun pays où la croissance se mange. Exactement. Le cas rapide, autrement dit, la réalité qu'on montre dans les médias, ce n'est pas la réalité réelle, excusez-moi de la répétition. Autrement dit, on a mis le couvercle sur ce qui se passe dans la société, on projette dans les médias un leurre qui peut tromper les téléspectateurs ou bien les lecteurs s'il s'agit de romans, par exemple. Effectivement, il y a un leurre dans la mesure où très souvent on cherche plutôt à maquiller plutôt qu'à montrer la chose. On maquille le réel. On maquille le réel plutôt que de le montrer cru. Pour quelle ambition? Pour quel but? Pour quel but? Pour ne pas frustrer, pour ne pas froisser. En partie, oui. Mais vous montrez la réalité dans ce roman et cette partie m'enchante beaucoup parce qu'on découvre le vrai Sénégal, le vrai peuple comme on l'appelle, le peuple de ceux qui montent dans les cas rapides le matin. Mais il y a une réalité qui est cynique, c'est à travers ce personnage, Charlotte. Charlotte d'abord avant d'être Charlotte Gaindé, parce que Charlotte a déjà été une chamelle avant d'être une lionne par exemple. Ce qui est important et ce qui me plaît dans ce personnage, c'est d'abord ce syncrétisme religieux. Elle est musulmane, éduquée dans un couvent, esclave dans une maison juive. Pourquoi ce triangle-là, le triangle des religions révélées, est-ce que je peux m'exprimer ainsi? Effectivement, ça c'était important pour moi de porter un autre regard sur la religion. La religion vient du mot religuer qui veut dire relier. Je pense que
nous pouvons parvenir à pratiquer notre religion sans tomber forcément dans des formes de sectarisme où on exclut les autres. C'était pour moi un moyen de montrer à l'autre, la religion de l'autre, juste pour l'inviter à essayer de comprendre et d'accepter et non pas de rester dans la méfiance de l'autre. C'était ça l'objectif derrière et c'est pourquoi j'ai parlé de toutes ces trois religions révélées là et d'essayer de l'inclure dans le parcours de Charlotte. Et toutes ces trois religions-là ont contribué à construire la lionne qu'elle va devenir, voilà, dans sa manière de voir la société, dans sa manière de penser et d'interagir avec une société entière et non divisée. Mais ce que vous dépeignez ou bien ce que vous dites reste un idéal, parce que quand on regarde un peu la réalité, quand on touche à la religion, on touche à l'identité. Quand on touche à l'identité, on touche non pas à la raison, mais aux passions, et ça génère un peu des tensions, non seulement entre les États, mais à l'intérieur d'un État. Effectivement, si on prend particulièrement un pays comme le Sénégal, ça fait partie d'ailleurs de la motivation pour laquelle j'ai dépeint les religions comme ça. Aujourd'hui, nous avons des confrères au Sénégal qui cohabitent en paix, mais ce n'est pas un acquis. On ne doit pas considérer ça comme un acquis. C'est quelque chose que nous devons construire au quotidien, puisque un seul mot mal placé peut frustrer toute une communauté et mettre le pays en feu. Donc voilà, à travers ces religions-là, je cherche à dire que voilà, Dieu est immense et que en cherchant à connaître ce Dieu-là, chacun a choisi son moyen de locomotion. Donc, ce sont les moyens de locomotion qui changent, mais nous cherchons tous les mêmes objectifs. Donc, on peut mettre au devant de la scène, on peut mettre au-dessus de tout ce qui nous lie, notre humanité, et non ce qui nous divise. En tout cas, vous dénoncez également la manière dont nous vivons notre religion. Autrement dit, nous sommes de plus en plus sur le chemin qui mène au fanatisme et ça, c'est le piège à éviter. C'est le piège à éviter. La religion s'exempte de l'exhibitionnisme. La religion aussi doit nous permettre d'être de meilleurs hommes et non de nous rabaisser à la bassesse des animaux. Donc si la religion ne nous élève pas, donc ce n'est pas la peine que nous nous identifions comme des croyants. Donc c'est pourquoi je pense que c'est important. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle dans l'ouvrage, les passages où je parle de ça, je pose des questions, parce que quand même je ne voulais pas faire un procès d'intention ou des jugements de valeur sur la manière des Sénégalais de pratiquer leur religion, mais plutôt les interpeller. Donc ces questions n'étaient pas neutres, mais je les invitais à s'interroger sur la manière de pratiquer cette religion-là. Oui, c'est important. Parlons des Sénégalais, parlons plutôt des intellectuels. Qu'est-ce que les intellectuels ont fait aux narrateurs, pas vous? Les intellectuels... D'abord, avant de parler des intellectuels, la société a eu tendance à considérer l'intellectuel comme celui qui est alphabétisé. Oui. Alors que, qui parle la langue française. Qui parle la langue française. Et Charlotte est venue pour renverser cette manière de voir, de renverser ce paradigme-là. Et ensuite, elle va retourner vers les intellectuels pour qu'elle l'aide à peaufiner sa pensée, particulièrement les personnes qui sont spécialistes dans un domaine particulièrement qui est la science politique. Oui. Et vous montrez dans les cas rapides la manière dont on roule les R, par exemple, pour recevoir sa monnaie, et ça touche pas une catégorie bien précise de la société. Je ne veux pas parler des femmes, mais vous montrez que il y a toujours le mot maquillage. On maquille même notre façon de parler pour ressembler à l'autre. Exactement. C'est ce qui fait que il y a des séquelles avec lesquelles nous traînons, ce qui fait que nous avons même du mal à paraître sans filtre. Donc il y a toujours ce masque que nous portons, que la majorité des personnes portent, et ce qui fait que lorsque nous nous regardons face au miroir, nous ne regardons pas la personne que nous devons avoir de nous-mêmes, mais on veut plutôt voir l'image que les autres veulent que nous ayons de nous-mêmes. Voilà. Et cela fait loi dans l'administration, par exemple, la langue française, qui est maintenant devenue un outil de comparaison. Soit on rabaisse ou bien on élève la personne au prorata de sa diction, par exemple, de sa manière de parler la langue française, de sa manière...
de prononcer les mots français. Et ça rappelle un peu les premières luttes de la négritude avec des poèmes, par exemple, comme Damas dans Pigment, où sa mère voulait qu'il soit comme en français. Exactement, parce que on est arrivé à un niveau où c'est vrai que la langue définit aussi notre rapport avec notre réel, mais ça part jusqu'à définir même notre identité. Et alors que, comme par exemple, si on prend des auteurs comme Amadou Hampâté-Bâ, il est parvenu à utiliser la langue comme un outil sans perdre son identité. Et lorsqu'on lit Amkoulé l'enfant Peul, Louis Mokoman dans L'étrange destin de Wangrin, on voit comment il nous fait voyager dans la culture Peul. En français, il le fait en français, mais il nous sert du lait dans un vase en verre. Comme Ahmadou Kourouma dit, j'ai planté une case dans la maison de Molière. Donc, ils sont parvenus à insuffler le souffle de l'oralité à leur manière d'écrire, tout en restant eux-mêmes. Donc, la langue, là, est un outil de communication et non quelque chose qui vient corroder leur identité profonde. Et d'ailleurs, il y a un excellent ouvrage de Mahali Gassama dans comment il dit que certains écrivains africains dont vous venez de citer, en l'occurrence Ahmadou Kourouma, ils ont tordu le cou à la syntaxe française. Il y a une belle réflexion à la page 161 de votre roman. Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes. Je suis aussi parce que nous sommes, partant essayer d'être sans les autres, sans tenter d'être. Vivre sans les autres, c'est survivre. Quand l'autre n'aime pas, je suis inexistante. Ubuntu. Je suis parce que nous sommes et non, je tente d'être sans que nous soyons. Parce que ça interpelle aussi dans notre manière de vivre en communauté. Nous vivons à l'ère 2.0 où il y a l'individualisme qui est en train de prendre beaucoup de pans. Nous sommes dans les réseaux sociaux, mais ces réseaux sociaux sont en train aussi en même temps de fissurer le tissu social en même temps. Donc une forme d'individualisme qui est en train de se développer. Mais aussi sur le plan politique, c'est-à-dire que la personne qui s'engage en politique doit être là pour servir, voire même s'oublier pour servir. Donc ce qui fait que on compte réellement si vraiment on tend la main à l'autre, si vraiment on reconnaît entièrement l'autre comme une partie de soi. Charlotte va entrer dans la politique pour servir, mais avant, sa trajectoire, elle est digne d'une héroïne. Oui, sa trajectoire est digne d'une héroïne sans même son entrée dans la politique. Et d'ailleurs, il y a une personne qui me disait que ce roman est un roman de développement personnel puisque Charlotte, dans sa trajectoire, lance un message, le message de la persévérance, celui d'enlever le mot abandon de son dictionnaire pour se donner tous les moyens d'arriver à ses fins. Ça me rappelle le roman de la première moitié du XXe siècle où les romanciers cherchent par tous les moyens à faire de sorte que leur héros laisse des traces dans l'histoire. Je pense à André Malraux dans La Voie royale, La condition humaine. Je pense à Henri de Monterland dans Les Bestiaires ou encore Antoine de Saint-Exupéry, pilote de guerre, La Terre des hommes et le plus célèbre, Vol de nuit. Et vous voulez tout simplement que Charlotte soit un modèle de réussite sociale malgré les contraintes? Effectivement, pour moi, Charlotte peut être considérée comme cet exemple-là, comme cette personne qui part de rien presque, mais se donne les moyens d'atteindre un objectif, être la première présidente de son pays. Pour moi, c'est un exemple pour les jeunes, ça peut être un exemple de persévérance, de courage et de volonté de se donner tous les moyens pour atteindre ses rêves dans la vie. Parce que c'est important de rappeler sa trajectoire. Orpheline, esclave, sans-abri, apprentie, secrétaire générale, puis présidente. Oui, c'est important de rappeler cette trajectoire. Ça montre que rien n'a été facile dans la trajectoire. Et on me disait souvent que voilà, j'ai été trop méchant avec Charlotte, mais c'est-à-dire pour moi la logique c'était plus la mission est grande, plus on aura des obstacles. Ces obstacles servent de lapidaire pour tailler la pierre précieuse qui est en nous. Comme l'être humain est une pierre précieuse, qu'il faut tailler, limer, ciseler pour trouver la meilleure version de cette pierre précieuse-là pour qu'elle scintille. Voilà. Une femme présidente de la République, ça n'a jamais eu
dans l'histoire de notre pays, on a eu femme Premier ministre 2 fois. C'est pour répondre à quoi? Oui, j'ai regardé la trajectoire politique du Sénégal, j'ai vu qu'on n'a eu que 2 femmes premières ministres, Mame Diop et Aminata Touré. Et Charlotte vient aller au-delà de cela pour être présidente de son pays. Le constat est simple, lorsqu'on voit la scène politique, les femmes sont souvent utilisées comme des outils de mobilisation. Mais lorsqu'il s'agit de les responsabiliser, on voit encore que ce sont les hommes qui sont au devant de la scène. Peut-être que c'était un moyen de montrer que les femmes aussi sont capables de proposer des projets de société et d'avoir les aptitudes de les mener à bien aussi. C'est important cet aspect parce que d'ici quelques temps, nous serons dans l'élection présidentielle. Autrement dit, le grand boulevard qui mène au palais présidentiel peut se conjuguer au féminin. Vous y croyez? J'y crois en tant qu'auteur, en tant que moi-même, séparément de ce récit qui se trouve dans le roman, je pense que c'est possible. On peut bel et bien avoir une femme qui puisse diriger le pays et de bien le faire. Et vous avez dit tout à l'heure que les femmes sont généralement considérées comme étant un moyen et dans la finalité, elles sont exclues. La faute à qui? Aux femmes ou bien à ceux qui les considèrent comme ceci? Je dirais à tous les deux, d'abord à ceux qui les considèrent comme ceci, puisque nous vivons dans des sociétés un peu patriarcales où la femme a tendance à avoir des rôles de second plan. Ça, c'est le premier point. Mais aussi, les femmes peuvent continuer à travailler pour occuper la scène-là, de s'engager davantage pour occuper cette place-là. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'elles comprennent qu'on ne va pas la leur donner, mais c'est à elles de l'arracher. Oui. Et parlons des femmes, parlons également de l'amour. L'amour qui a des frontières au Sénégal. Le problème des castes, qui refait surface également dans cet ouvrage, dans beaucoup d'ouvrages écrits par des Sénégalais ou bien par des Africains. Pourquoi on ne peut pas enterrer ce mal moyenâgeux? Je suis guerre, gueule, tegué, etc. Le problème des castes. C'est une problématique qui est profondément enracinée dans notre structure sociale et ça a traversé les générations jusque-là. C'est pourquoi c'est très difficile de l'enlever, de supprimer cette manière de voir-là. Je pense que quand même, on peut, à travers le système éducatif de l'école primaire, continuer à enseigner l'acceptation de l'autre à travers la connaissance de l'autre, puisque je pense que c'est la base. Pour changer ce paradigme-là, je pense qu'on doit passer par le savoir et non pas par la revendication à travers les émotions, parce qu'on a vu beaucoup de couples se briser à cause de cela. Et peut-être qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de vivre à l'encontre de cela, certes, mais je pense que pour changer ce paradigme carrément, on peut passer par l'éducation pour enseigner l'acceptation de l'autre et mettre en avant ce que nous avons en commun, notre héritage commun. Et c'est possible au Sénégal? Très difficile, mais c'est possible. C'est très difficile, mais c'est possible. Je pense que on a les moyens, comme par exemple dans des cours d'éducation civique, d'enseigner notre histoire, non pas de valoriser notre histoire dans ces dimensions qui nous unissent en tant qu'un peuple qui a un passé glorieux, et pour mettre en avant notre volonté de continuer à construire cette nation-là. Et ça peut passer par l'éducation. Et la dernière partie est consacrée à la politique, quand Charlotte s'engage sur le chemin qui mène au fauteuil présidentiel. Mais faire de votre personnage une présidente n'est pas une façon de la condamner. Beaucoup de personnes déjà me disent donc on doit attendre une Charlotte dans un second ouvrage pour voir ce qu'elle va faire du pouvoir. Exactement. Effectivement, mais ça ne la condamne pas forcément, mais lui donne la possibilité de prouver
ce qu'elle a incarné depuis le début, en s'engageant par exemple dans les associations, en voulant porter des combats par rapport à l'environnement et en dénonçant les frustrations qu'elle a eu à vivre dans certains services. Et c'est l'occasion rêvée pour elle de changer ses manières de faire là, puisque pour elle, dans sa conviction, il fallait faire de la politique pour changer ces choses-là. Elle devait accéder au levier de commandement, de prise de décision pour changer ces choses-là. Donc elle n'a pas fait de la politique pour faire de la politique, mais pour elle, ne pas être politisée, c'était laisser une communauté de destin entre les mains d'une minorité. Elle ne voulait pas tomber dans ce piège. On sort de la fiction pour saisir la réalité. On a vu que ces vieux pieux exprimés ou bien exploités dans les programmes par certains politiques ou politiciens avaient déjà été émis. Mais une fois au pouvoir, on saisit qu'il ne reste que des mots. Ce ne sont que des mots. MOTS. Effectivement, c'est ça que nous lisons dans la réalité, oui. Puisque c'est vrai qu'il y a une certaine réalité du pouvoir, je pense, parce que la personne en tant qu'opposant qui dit des choses, une fois au commandement, peut se rendre compte du fait qu'elle n'avait pas certaines informations lorsqu'elle était au loin des arcanes du pouvoir. Mais je pense quand même qu'avec des convictions fortes, on peut parvenir à changer ces manières de faire là. C'est-à-dire que ce sont des dirigeants certainement qui sont liés d'une manière ou d'une autre pour des raisons qu'on ne connaît pas vraiment, puisqu'on n'a pas les bonnes informations qui poussent une personne à faire volte-face. Mais je pense que quand même, avec de bonnes convictions, de l'amour du peuple et surtout la volonté de changement, si on est surtout motivé par l'ambition de ne pas décevoir toutes ces personnes-là qui ont accepté de vous laisser leur volonté entre vos mains, je pense qu'on peut essayer au minimum d'être constant sur sa trajectoire et de ne pas créer un grand déphasage entre les mots qu'on tenait en période de campagne et la personne qu'on devient une fois au pouvoir. Mais le pouvoir que vous venez terminer avec le mot pouvoir, le pouvoir n'est-il pas plus important que les ambitions? Parce que vous le dites, et d'aucuns l'ont déjà dit, le pouvoir rend fou. Le pouvoir rend fou, le pouvoir rend absolument fou. Ouais, c'est en partie vrai, puisque souvent j'utilise une caricature, lorsque la personne pour aller au travail, prenait sa voiture pour aller au travail sans escorte et souffrir dans les embouteillages. Voilà, merci. Et tout d'un coup, voilà, pour sortir, cette personne est escortée avec les gyrophares et tout. Rien que cela, ça peut faire tourner la tête à la personne. Mais je pense que ça retourne pour moi à chaque fois à l'éducation, qu'on mette en avant les valeurs plutôt que la dimension matérielle des choses. Si on mise sur les valeurs là, sur l'éthique, sur ce que j'appelle le djambarisme du Sénégalais ou le ndjegemarisme du Sénégalais, on peut vraiment parvenir à ne pas tomber dans ces pièges-là et plutôt mettre l'accent sur la dignité humaine. Charlotte devient présidente, un appel pour ceux ou celles qui n'ont pas fait les bancs, pour leur dire que c'est possible d'être quelqu'un sans pourtant faire les bancs. C'est possible. Oui, c'est possible d'être quelqu'un sans pour autant d'être même présidente sans passer à l'école. Sans passer à l'école, parce que il y a plusieurs moyens de se former, de devenir une meilleure personne sans forcément passer à l'école. Voilà. Et on a d'autres écoles, ces écoles-là, ça peut être la famille, ça peut être le Dara, ça peut être la rue, comme Charlotte a eu à exploiter la rue. Et je pense que c'est possible de se construire comme ça pour porter une voix aussi. Voilà. On n'a pas forcément besoin d'aller à l'école pour pouvoir avoir un regard critique sur notre manière de vivre, sur la société et même de proposer un projet de société. Et c'est possible également d'être jeune et d'écrire un ouvrage. J'ai écrit un roman, je ne sais pas de quoi ça parle. Patrick Dieye, merci d'être là.
Merci à vous, ce fut un plaisir. C'est un plaisir partagé. Un ouvrage édité par les éditions Harmattan du Sénégal. Pathé Dieng qui était l'invité de votre émission Belle Ligne. Merci à toute l'équipe technique qui m'a permis de réaliser cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous du livre, de la lecture et de l'écriture sur ITV.